journée. Donc, je vais avoir l'immense plaisir d'accueillir sur scène Laurent Prudon. Laurent Prudon est responsable projet, donc solutions cognitives au Crédit Mutuel. Et ça tombe plutôt bien puisque ce matin, on avait commencé à parler un petit peu de toutes ces solutions financières et tous ces éléments. Je crois qu'il y a une présentation donc, qui va appuyer vos propos. Voilà, donc normalement, si tout marche, est-ce que la technique suivra jusqu'à 18h? C'est toute la question. Peut-être en introduction, déjà poser une petite question, parce que quand on a préparé cet entretien, m'avait fait comprendre que Crédit Mutuel, on ne parlait pas forcément d'intelligence artificielle, mais de solutions cognitives. Donc peut-être petite explication en introduction. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, ça c'est juste un retour d'expérience avec tous les échanges qu'on a eus avec, aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec les représentants du personnel. Le terme intelligence artificielle, surtout en français, fait naître un tas d'attentes irréalistes, de craintes exagérées liées à plein de peurs et en fait assez éloigné de la réalité des solutions qu'on met en production aujourd'hui. Et donc nous, on utilise plutôt le terme d'apprentissage par l'exemple. Et en fait, on trouve plein de vertus à cette manière de présenter les choses. Ça permet de mieux expliquer ce qui se passe. Donc en effet, on n'a pas des solutions intelligentes, vous avez dû le voir pendant la journée, qui sont capables de créativité ou de raisonnement ou d'abstraction vraiment aujourd'hui. On a vraiment des systèmes qui sont capables on leur donne un grand nombre d'exemples et puis ils reproduisent de manière tout à fait mécanique et stéréotypée le comportement qu'ils ont vu. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'apprentissage par l'exemple et de solutions cognitives. Alors je crois que la présentation est peut-être prête ou peut-être pas, donc j'enchaîne, hein, je continue. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé au Crédit Mutuel à vous intéresser un petit peu, donc je vais encore employer le mot intelligence artificielle, excusez-moi, solution cognitive. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? Donc en fait, c'est vraiment des nouvelles capacités de l'informatique qui répondent vraiment à des besoins de nos métiers de la banque. En particulier, si j'ai... Je ne sais pas si ça, par contre... On l'a pas là. Bon, je vais continuer sans présentation. C'est bon, ça y est, vous avez le retour juste ici, ouais. Comme à la télé. Par contre... Ouais. On va essayer de faire le travail à deux, si j'arrive mieux que... Attendez, non, je vais essayer. Hop. Peut-être qu'il s'est mis en veille. Eh non, vous voyez comme quoi. Hein. Oh bien, merci. Bon, c'est juste quelques images effectivement pour appuyer le propos. Donc la banque, enfin particulièrement au Crédit Mutuel, c'est pas quelque chose d'impersonnel. Elle a un visage, c'est le conseiller. Donc chaque client a un conseiller qui l'accompagne sur toute la durée, souvent sur un très long terme, qui connaît sa famille, il se tutoie, il s'appelle par leur prénom. Et donc le client s'appuie sur le conseiller pour lui dirige tous ses besoins, toutes ses demandes. Or, aujourd'hui, dans le contexte actuel, les banques ont besoin de plus en plus de se diversifier, notamment pour répondre aux attentes des clients. Le client ne vient pas seulement pour souscrire un crédit immobilier, il s'attend à ce qu'on l'accompagne sur toute la démarche autour de l'achat ou du changement d'un logement. Ça veut dire qu'au-delà du crédit immobilier, on va aussi lui proposer de l'assurance habitation, une alarme pour protéger sa maison, une box internet dans sa maison. On va même lui proposer, on était l'année dernière le plus gros vendeur d'appartements neufs, donc on va même lui proposer des appartements, on va l'aider à revendre son ancien appartement, etc. Et donc aujourd'hui, un conseiller, il a été formé, il est spécialisé sur, c'est son cœur de métier bancaire, mais il doit vendre plusieurs centaines de familles de produits.
de la téléphonie à l'assurance, à la protection, comme on l'a dit. On vend même des vélos électriques depuis peu. On loue des vélos électriques. Donc il doit répondre à toutes les questions sur ces sujets-là. Et des centaines de familles de produits, c'est juste devenu très compliqué. Le client lui fait confiance, il faut qu'il réponde bien. Et donc on avait besoin de faire appel à la technologie pour pouvoir lui venir en support dans son métier. Un autre aspect, c'est que les clients sont de plus en plus connectés sur différents canaux, de plus en plus informés. Et donc nos chargés de clientèle sont sollicités à toute heure du jour et de la nuit, par téléphone, par mail, par SMS, SMS moins, mais par l'appli mobile. Et ils doivent répondre à toutes ces sollicitations convergent vers eux. Même la nuit. Les gens, ça ne s'arrête jamais. Mais les gens répondent la nuit chez vous? Non, les gens ne répondent pas, justement. C'est un piège. Justement, mais les demandes s'accumulent et les gens, si on ne leur répond pas la nuit, ils risquent d'aller, évidemment, voir dans la banque concurrente qui, elle, serait capable de fournir un premier niveau d'information la nuit. Et donc, d'où vraiment la volonté de mettre en œuvre ces nouvelles capacités d'apprentissage, par exemple, donc, au service de nos conseillers, en premier lieu, pour les aider à maintenir la qualité de relation client qu'a fait le succès du Crédit Mutuel. Donc ça tombe bien, puisque les solutions cognitives, elles nous apportent des solutions pour assister dans la relation client, donc on va les voir là-bas, pour partager l'expertise au sein de l'entreprise. Donc on capture l'expertise auprès des sachants, des plus capés, et puis on est capable de la démultiplier auprès des autres, et puis pour accélérer les réponses et certains processus, d'automatiser certaines analyses de documents, de pré-mâcher du travail pour aller plus vite dans les réponses. Donc là, je passe puisque c'est un peu la question qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a deux caractéristiques principales, juste, qui sont vraiment fondamentales pour imaginer les cas d'utilisation et pour voir à la fois les capacités et les limites des solutions. La première, c'est ça, c'est que une solution d'intelligence artificielle aujourd'hui, d'apprentissage par exemple, va être, elle n'est capable que de reproduire les exemples qu'on lui a donnés pendant la phase d'entraînement. Donc on peut lui donner un exemple, lui soumettre un exemple très compliqué. Elle l'a vu à la phase d'entraînement, elle répond bien, on est bluffé. On peut lui mettre un exemple très simple, beaucoup plus simple, et puis elle ne l'a pas vu à la phase d'entraînement, elle répond complètement à côté de la plaque, n'importe quoi. Donc ça, c'est très difficile intuitivement à comprendre. Et la deuxième caractéristique, c'est que puisqu'on n'a pas donné au système des règles précises, on ne l'a pas programmé avec des règles exactes, on l'a juste entraîné par l'exemple, il ne pourra jamais donner une réponse qui soit certaine. Il va répondre quelque chose qui est peut-être vrai, peut-être faux. Donc ces caractéristiques, si j'arrive à passer au suivant, donc ces caractéristiques, elles combinées font que dans tous les cas d'utilisation qu'on a envisagés et qu'on a implémentés aujourd'hui, on est toujours dans le contexte d'une collaboration entre l'homme et la machine. La machine seule, vu ses caractéristiques, ne peut pas, surtout dans un contexte bancaire, enfin de responsabilité, on n'est pas en train de conseiller un film sur Netflix, il faut donner répondre à des questions de banque et d'assurance. Donc c'est toujours la machine qui vient assister l'homme dans son métier. Son métier devient plus complexe, enfin, on disait tout à l'heure, en nombre de processus, en nombre de produits, en complexité réglementaire, surtout dans le monde de la banque. Et donc la machine vient en partenariat avec l'homme pour l'aider à faire son travail. Et donc c'est dans cet esprit-là que notre président a souhaité investir sur ce type de solutions, aller les déployer partout où ça a du sens, au service de nos collaborateurs et de nos clients. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu l'idée dès le départ de dire c'est un travail homme-machine, mais ce n'est pas un travail machine toute seule qui remplacerait l'homme à 100%. D'accord, voilà, c'est juste pour poser les bases. C'était l'idée dès le départ. Et on le verra dans les solutions, à chaque fois, il y a toujours l'humain derrière qui, la machine, elle a vu un certain nombre d'exemples, elle sait répondre à ces exemples, mais dès qu'on sort du jeu d'exemples qu'elle a vu, il faut un humain derrière pour traiter les cas
Et concrètement, alors comment, si on va un petit peu, si je devance peut-être les slides, mais concrètement, comment aujourd'hui, voilà, concrètement, comment le salarié travaille avec la machine? Alors donc là, l'objectif ce soir, c'était de vous montrer très concrètement trois des solutions qui sont mises à disposition de nos salariés aujourd'hui. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle notre analyseur d'email. Alors je vais juste directement vous montrer comment ça se présente l'écran. Donc le contexte, c'est que nos chargés de clientèle reçoivent aujourd'hui en moyenne 1 200 000 emails de la part de leurs clients chaque semaine. Donc plus d'1 million par semaine. Il faut être efficace dans le traitement de ces emails. Donc on a développé un système qui s'intègre à leurs clients email Outlook en ajoutant en bas des mails reçus par les clients une barre d'analyse dans laquelle on va détecter les 36 aujourd'hui, alors ça augmente au fil du temps, mais les 36 types de demandes les plus fréquents de nos clients. Donc par exemple là, le client faisait une demande de rendez-vous. On a détecté que c'était une demande de rendez-vous. La date du rendez-vous était proche, donc on a mis un petit point d'exclamation pour dire que la demande était urgente. Donc la première chose, c'est que ça permet aux chargés de clientèle, sans même ouvrir les mails dans leur boîte aux lettres, de voir tout de suite les mails qui sont les plus urgents à traiter quand ils les reçoivent. Et puis ensuite, quand la détection a bien fonctionné, donc aujourd'hui notre taux de bonne détection c'est à peu près 80%, donc c'est jamais parfait, mais bon, 8 fois sur 10 c'est fiable, donc on peut déjà s'appuyer dessus. Quand la détection est bonne, eh bien, il y a le chargé de clientèle a des raccourcis qui lui permettent de faire son travail un petit peu plus efficacement, un petit peu plus vite. Donc là, par exemple, une prise de rendez-vous, on sait on a détecté dans l'email quel est le client, quelle est la date, quel est le motif. Donc on peut ouvrir directement son agenda pré-rempli avec date, motif, client. Si c'est une demande de virement, on va essayer de capter quel est le compte source, le compte cible, le montant, et puis d'ouvrir directement l'application virement en pré-renseignant ces informations-là. En aucun cas, le système ne va faire le virement ou prendre le rendez-vous tout seul. Il a juste fait gagner un petit peu de temps, mais fois 1 million d'emails par semaine, et ben, à la fin, ça a un impact. La deuxième fonctionnalité à côté, et c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que puisqu'on a détecté les demandes fréquentes qui se trouvaient dans le mail, on peut faire des propositions de modèles de réponse. Donc là encore, la machine ne répond pas toute seule. Par contre, elle va ouvrir un email pré-rempli au chargé de clientèle qui, lui, va rajouter la personnalisation, l'empathie, la relation. Donc, il va dire, voilà, est-ce que votre fils, au fait, son bac, ça s'est bien passé, et votre chien, il est plus malade. Donc, voilà. Et puis derrière, mais par contre, il économise tout le paragraphe de réponse à la question que lui avait posée le client. Et puis, le troisième intérêt, c'est que ça permet de faire une organisation du travail. Donc chaque directeur de caisse ou d'agence peut, en fonction du motif de la demande, par exemple quelqu'un qui fait une commande de chéquier ou de carte, quelque chose qui ne nécessite pas une grande expertise, c'est pas la peine de prendre du temps à un conseiller patrimonial expérimenté, etc. pour faire ça. Donc on va diriger ça vers des personnes spécialisées à l'accueil. Les gens se déplacent moins en agence, donc on a des gens à l'accueil qui ont à certaines périodes de la journée moins à faire. Et ben, on va pouvoir leur router les demandes qui sont faites à distance par les clients qui ne sont plus dans la caisse. Voilà, donc ça c'est voilà, un exemple de traitement justement de toutes ces sollicitations qui viennent sur différents canaux à distance. Ah, je suis reparti en arrière, pardon. Je vais essayer d'avancer. Voilà. Deuxième exemple de solution qui est mise à disposition de nos chargés de clientèle, c'est justement une solution de partage d'expertise, de recherche d'informations. Donc, comme on le disait, le chargé de clientèle, il vend plusieurs centaines de familles de produits, des produits très pointus, les produits d'assurance. Là, je fais le lien avec la santé tout à l'heure. Là, c'est un exemple dans l'assurance, un exemple voilà, basique dans l'assurance santé. Voilà, une question d'assurance, c'est un arbre est tombé sur la cabane au fond du jardin, mon violon était dans la cabane, quelle est la franchise à appliquer? Donc les gens posent des questions assez pointues. Donc là, on a un assistant de recherche qu'on a entraîné aujourd'hui sur 5 domaines métiers, puis on continue
à peu près tous les 4-5 mois d'ajouter des domaines métiers auxquels les chargés de clientèle peuvent poser des questions en langage naturel. Donc, par exemple, là, c'est peut-on changer de lunettes tous les ans? Et puis, l'assistant va se lancer dans un dialogue pour lever l'éventuelle ambiguïté de la question. Et puis, suite à ce dialogue, donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on voit au tableau, la réponse, elle dépend du type de contrat qui a été souscrit par le client. Elle peut dépendre de son âge, enfin, d'un tas de paramètres. Donc, on se lance dans un dialogue pour lever toutes les ambiguïtés afin de pouvoir fournir immédiatement au conseiller la réponse avec le tableau de remboursement des lunettes en fonction de... La solution là est entraînée à la fois avec des données, donc les données de vos contrats, et aussi les échanges qu'il y a eu entre un conseiller et une personne, ou pas du tout? Alors là, c'est une solution à destination de nos conseillers Oui. en interne. Donc souvent, les conseillers répercutent des questions de leurs clients. D'accord. Mais en tout cas, c'est Ça des entraîne. questions saisies par nos conseillers. D'accord. Et ça n'est pas lié, ça n'est pas entraîné avec des données des clients. Là, c'est entraîné finalement avec la documentation de nos processus, de nos outils, de nos contrats. Donc là, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, des solutions cognitives dans cet exemple, elle est à plusieurs niveaux par rapport à ça ressemble à un moteur de recherche quand on le voit comme ça en 1 minute. Mais il y a des apports énormes. Le premier, c'est la capacité évidemment à comprendre une question longue, précise en langage naturel. Donc au lieu de mettre 2 mots-clés, je peux faire une phrase complète, très précise, donc ça m'aide à beaucoup plus vite cibler l'info que je recherche. La deuxième, c'est que c'est vrai dans toutes les entreprises, les gens qui posent des questions, ils vont, alors nous, dans le domaine de la banque, ils vont exprimer un problème qu'ils ont. Ils vont dire « ma machine à laver fuit », je sais pas. Et nous, on va avoir documenté dans nos procédures, etc., des solutions. Donc on va dire comment déclarer un sinistre d'assurance habitation. Aucun client ne va jamais nous écrire en disant comment déclarer un sinistre habitation. Donc il faut la capacité à apprendre cette correspondance entre les problèmes des clients et les solutions de l'entreprise. Puis le troisième point, c'est vraiment cette capacité de dialogue qui est nécessaire parce que quelqu'un qui est novice dans un sujet, c'est vrai aussi à l'intérieur de l'entreprise, et va poser sa question de travers, mal, avec pas assez de précision. Donc il faut être capable de le guider ensuite pour l'amener à donner toutes les précisions nécessaires qui permettent vraiment de faire une réponse précise. Voilà, donc ça on a à peu près aujourd'hui, c'était sur le slide d'avant, 250 000 questions qui sont posées par mois, c'est déployé depuis 1 an. Et la rédaction finale du mail est toujours, au conseiller. Il n'y a pas de génération automatique. Voilà. Et toutes les réponses qui sont fournies là, elles ne sont pas, il n'y a pas de machine d'intelligence derrière qui les génère. Toutes ces réponses, elles ont été vérifiées une par un expert métier qui a choisi, alors par un groupe d'experts métiers en général, qui ont choisi ensemble soigneusement cette réponse. Donc on est sûr que soit le système répond n'importe quoi, c'est-à-dire pas du tout à la question, soit il répond une question, enfin en tout cas les réponses, elles sont maîtrisées et vérifiées. Donc ça on l'a fait et c'est en train de s'étendre sur un peu tous les domaines métiers de l'entreprise. Bon. Ah mince, je suis juste passé un peu trop vite. En interne, donc on fait des benchmarks pour mesurer justement quel est l'apport de l'intelligence artificielle par rapport à nos technologies précédentes, à nos moteurs de recherche, à nos référentiels de documents précédents. Donc là, vous avez un exemple justement sur l'assistant virtuel santé que je projetais. Donc on a pris des groupes de salariés, on les a fait travailler avec anciennes méthodes, nouvelles méthodes, on chronomètre, on regarde. Donc là, on voit que le taux de réponse correcte est quasiment multiplié par 2 avec l'assistant virtuel. C'est important pour nos clients après derrière. Le taux d'abandon est aussi divisé par 2. Et puis, on gagne 60% à chaque, de temps à chaque fois qu'on fait une recherche. Donc ça ne change pas je pense que c'est un peu différent de ce qui était dit avant. C'est-à-dire que ça ne change pas le quotidien, la vie du chargé de clientèle. Sauf que petite évolution par petite évolution, ça permet d'élargir la palette des services vendus et de soutenir les collaborateurs dans leur quotidien. Donc ça, on l'a fait pour les collaborateurs. Et donc on a mis
en production il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Un service, moins avancé, moins complexe parce que les clients sont moins spécialistes, mais un service un petit peu similaire sur notre site web créditmutuel.fr où on a pareil un agent, un assistant conversationnel qui se met en bas de l'écran et auquel on peut poser toutes ces questions les plus courantes avec déjà aujourd'hui, alors ça démarre, il faut le temps que les clients s'y habituent, etc. Mais avec déjà un taux de bonne réponse qui avoisine les 80% aussi. Donc évidemment, 20% du temps, il répond complètement n'importe quoi. Donc c'est facile de trouver des exemples où ça ne fonctionne pas. Donc là, l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le client qui a une question en dehors des horaires, au milieu de la nuit, ou une question dont la réponse se trouve sur le site web. C'est pas la peine de déranger un spécialiste, il peut poser sa question au premier niveau. À tout moment, aussi bien dans cette solution-là que dans, je suis passé tout à l'heure, que dans la solution interne, on peut escalader vers une plateforme de support. Donc c'est toujours intégré avec une plateforme de support avec des experts humains derrière qui, si le système ne répond pas correctement, peuvent prendre la suite de manière fluide. Et puis le troisième canal, ça va s'étendre à l'appli mobile. Et là, ce que j'illustre là, c'est un de nos principaux points de contact, ça reste l'appel téléphonique. Il y a énormément de gens, même plus que de mails, qui continuent à appeler leurs conseillers, leur agence au téléphone. Aujourd'hui, quand on ne tombe pas directement sur le conseiller qui est rendez-vous, ou si c'est en dehors des horaires, on a un serveur vocal interactif qui dit tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4. Voilà. Et donc là, on est en train d'entraîner un serveur vocal interactif cognitif auquel on pourra énoncer en langage naturel l'objet de sa demande et qui va pouvoir le router dans un premier temps, le router déjà vers le bon service, et puis dans un deuxième temps, pour les demandes les plus fréquentes de suivi de dossier, de statut d'un compte, j'en sais rien, faire des réponses directes sur ce qui est ça. Alors, pour faire ce type de solution, il faut savoir que, par rapport à ce qu'on lit dans la presse ou l'expérience qu'on a sur nos téléphones, c'est toujours un challenge technologique, ça, être capable de faire de la reconnaissance vocale derrière le téléphone avec des phrases complètes et tout. Et donc, pour vous donner une idée aussi du travail que ça crée en interne, là, on a collecté 200 000 motifs d'appel. Quand les clients appelaient, on a dit veuillez participer à l'amélioration, on enregistre leurs motifs d'appel. Et on a des gens qui les ont tous transcrits à la main, un par un. Et puis, on entraîne notre système à partir de ça. Donc, ça a pris quelques heures. Alors, la question, voilà, est-ce que le projet a suscité des inquiétudes ? Et qu'est-ce que vous avez fait pour assurer les salariés ? Et j'irai même plus loin. Je suppose que c'est un objet aussi de dialogue social au sein du Crédit Mutuel. Ouais. Donc, nous décrire un petit peu ce qui a été fait. Je ne sais pas si je vais réussir à le montrer. Ouais. Donc, est-ce que ça a suscité des inquiétudes ? Oh mince. Ouais. C'est très sensible. C'est dur. Le système est orienté, il va directement sur les IRP, en fait. Ouais. Non, je voulais juste quand même vous montrer cet écran-là. C'est juste un jour où j'ai fait une présentation l'année dernière, j'ai juste capturé dans la journée, j'ai ouvert mon browser et j'ai regardé toutes les news qui faisaient la une des journaux sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça dit bien plus risqué que la Corée du Nord, un programme qui devient dangereusement intelligent, une intelligence artificielle qui sera capable de lire aussi bien qu'un humain, l'intelligence artificielle met les designers de jeux vidéo au chômage, etc. etc. quoi. Bon. Donc là, comment vous voulez qu'effectivement, ça ne suscite pas d'inquiétude. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'à chaque fois, si on prend le titre de journal et qu'on va dans le fond des choses, on s'aperçoit que le titre est toujours extraordinairement exagéré par rapport à la réalité. Si je prends l'exemple de mettre les designers de jeux vidéo au chômage, ce jour-là, ce qui se passe, c'est que quelqu'un avait fait un algorithme pour, quand j'anime un personnage dans un jeu vidéo, je le mets en position 1, je le mets en position 2, et il y a un algorithme qui calcule un mouvement intermédiaire qui paraît à peu près naturel. Alors, je suis sûr que c'est très utile, comme les évolutions dont on vient de parler au Crédit Mutuel, c'est très utile pour assister
les personnes qui construisent des jeux vidéo. Enfin, est-ce que ça va les mettre au chômage? Pas tout à fait, ça ne doit pas être la majeure. Voilà. Donc là, derrière ça, les gens lisent ça et pensent créativité, ça y est, l'intelligence artificielle invente des jeux, etc. Non, elle a juste calculé des positions intermédiaires d'un personnage dans le jeu. Et c'est vrai, surtout, on peut toutes les prendre une par une et avoir ce même type de décalage. J'ai pas compris. Il veut pas revenir. Ouais, voilà. Alors, donc ouais, quand on a lancé ce projet, on a évidemment fait le tour de tous les CHSCT du groupe pour les informer et même les consulter sur l'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise. Faut savoir que le Crédit Mutuel, c'est une fédération, et puis il y a le CIC, puis il y a des filiales, etc. Donc là, j'ai mis une vingtaine, je suis gentil. Il y avait un nombre de CE certains, chacun a voulu son expertise. Donc on a passé beaucoup de temps dans le dialogue avec les IRP au début du projet. À chaque fois qu'on est arrivé, il y avait à la fois donc, des attentes irréalistes et des craintes exagérées. La manière dont on s'est adressé à eux, c'était assez facile pour nous parce qu'il y avait vraiment, dès le départ, une position stratégique claire de la direction sur le long terme, tenue, répétée dans tous les plans stratégiques, de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humain, de ne pas faire de réduction de personnel, d'utiliser le temps dégagé pour se diversifier et faire d'autres activités. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on arrivait avec des projets concrets, ceux que je vous ai montrés. C'est-à-dire, c'était pas l'intelligence artificielle, oh là là, qu'est-ce que ça va être, c'était voilà tel projet, et je passais 3 ou 4 heures devant chaque CE à expliquer, poser toutes les questions de détails possibles, techniques, comment, quelles données, où, à quel moment. On pouvait vraiment expliquer concrètement ce qui se passait, sachant que toutes ces solutions, elles avaient été conçues en fonction des priorités des collaborateurs et avec eux. Et enfin, on avait des résultats de premiers pilotes avec des sondages, je veux dire, anonymes auprès des salariés qui avaient eu ça, qui avaient dès le départ des très bons... c'est le slide suivant, mais on avait des taux de recommandation de quasiment 90%. Est-ce que vous recommandez cette solution à vos collègues? Dès la première solution, le premier pilote, c'était quasiment oui à 90%. Donc, voilà. Mais tout ça, malgré tous ces éléments et ces arguments, de toute façon, quand on arrive devant ces populations, on va dire qu'ils ont un sens critique, un scepticisme voilà, naturel. Et donc, de toute façon, vous jouez votre vie, là, attention. Non, mais... On a une sortie de secours derrière, éventuellement, mais je ne pourrais pas faire plus. Je le dis de manière... voilà. Donc, ça veut dire qu'évidemment... on peut avoir le discours qu'on veut, de toute façon, ça n'engage que ceux qui y croient. Et donc vraiment, notre stratégie, ça a été de faire un déploiement très rapide à l'ensemble des salariés. C'est-à-dire pas faire des proof of concept, des tests dans un coin pour voir ce que ça donne, mais tout de suite, on a commencé à déployer 6 mois après le début du projet, et puis le plus vite possible. Et donc, la meilleure manière voilà, c'est que les gens aient la solution dans les mains et qu'ils puissent se faire une idée et qu'ils voient par eux-mêmes de quoi il s'agit. Avec du coup un double effet à ce moment-là, qui est exactement le symétrique des attentes et des craintes du départ. C'est-à-dire que, oulala, bah, si ça fait que ça, je suis rassuré, hein, c'est pas demain qu'on va me remplacer dans mon travail, ça vraiment. Mais le double effet de bâton pour nous, c'est-à-dire que en disant quoi, mais c'est juste ça, mais vous avez fait tout ce battage pour rien. On dit mais c'est pas, non justement, vous avez expliqué que bon. Donc il y a ce double effet qui rend plus difficile le déploiement des solutions. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec avec ces instances, nous en interne, il n'y a plus vraiment de débat. C'est-à-dire il n'y a plus de débat, c'est-à-dire c'est un projet comme un autre. Donc il y a un débat comme il doit y avoir autour de tout nouveau projet, tout changement dans le métier des chargés de clientèle. Mais il n'y a plus de débat à l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc ça, c'était les résultats des premiers sondages de pilotes, ce que je vous disais tout à l'heure.
Voilà, ça, c'était la quatrième question en fait, qu'on avait posée. C'est est-ce qu'à terme, il va y avoir des suppressions, suppressions d'emplois ou il y a des projets. Alors, vous allez peut-être me dire non, mais du moins, comment vous accompagnez en tout cas cette transformation en tout cas, du métier de conseiller qui travaille en collaboration avec la machine, quoi. Alors, pour répondre à cette question, là, quand vous l'avez posée, il y a vraiment une première idée qui me semble, enfin une première intuition qui semble importante de faire passer, parce que pareil, on lit dans la presse tellement de choses sur la vitesse exponentielle d'accélération de ces technos, le fait qu'on est proche de la singularité où la machine va dépasser l'homme, etc. Je voulais juste rappeler que voilà, toutes ces transformations de métiers, elles font appel, il y a l'intelligence artificielle, mais au milieu de tout un écosystème, avec des compétences, des personnes, des technologies multiples, des organisations sociales, professionnelles, etc. Et que faire bouger tout ça, la techno peut avancer vite, mais elle avance seulement pas plus vite que tout l'écosystème qui se trouve autour. Donc souvent quand je parlais justement avec je prenais cet exemple de l'invention du moteur à explosion de la voiture, entre le moment où on a une première voiture qui roule et entre le moment où on a du tourisme de masse et des autoroutes embouteillées, il se passe quasiment 100 ans. Pourquoi ? Parce que, ok, il faut développer la voiture, mais derrière, il faut développer toute l'industrie métallurgique, pétrolière, des usines automobiles, construire des routes partout, des stations essence, des garages, des auto-écoles, etc., etc., etc. Et là, ça va être vraiment, nous on le voit et on le vit en essayant de mener ces projets. Là, souvent la partie intelligence artificielle, pour nous, c'est un petit bout du projet de transformation. Il y a des compétences à voir, il y a des intégrations, il y a des outils à créer, il y a tout un écosystème qui doit bouger. Alors ça prendra peut-être pas 100 ans parce que le monde s'est accéléré depuis et que c'est immatériel, mais quand même, c'est pas les métiers. Enfin, je pense qu'on l'a vu dans les solutions qu'on a montrées, ils vont être transformés en profondeur, mais quand même, en tout cas dans nos métiers de la banque, c'est petite touche par petite touche. C'est pas du jour au lendemain, parce que les outils aujourd'hui sont voilà. Pour nous, les informaticiens, on a tout à construire, quoi. Alors après, pour accompagner les gens justement dans ces changements, vous avez vu, les gens, quand on leur donne les solutions, ils disent, je vous avais montré tout à l'heure les sondages anonymes, donc ils n'ont pas de raison de... ils disent c'est facile à utiliser, ça m'est utile et ça marche bien, je le recommande à mes collègues. Mais je ne l'utilise pas. Ça, c'est invariable. Pourquoi ? Parce que c'est un changement d'habitude. Ça fait 30 ans que je fais autrement. Donc ça, c'est pas propre à l'intelligence artificielle, mais c'est en lien avec mon slide précédent. Il y a l'accompagnement au changement à faire. Donc on produit énormément de choses, des petits films, des animations. Donc là, ils ont des portails, etc., dans lesquels ils ont des modules d'auto-formation, des vidéos, des flash infos qu'ils reçoivent régulièrement, des explications sur les différentes intentions détectées, des circuits de feedback, des numéros de support qu'ils peuvent appeler, des foires aux questions. Enfin bon, on fait tout ce qui est possible. Et malgré ça, vraiment, le décollage de l'utilisation de ces nouvelles solutions, il est très lent. Il nous a fallu, sur l'analyseur d'email qu'on a vu tout à l'heure, là, il nous a fallu vraiment pratiquement 2 ans avec des efforts continus et soutenus pour arriver à un taux d'utilisation qui commence un peu donc aujourd'hui, à peu près 1 million d'utilisation des raccourcis que je montrais tout à l'heure par mois. Donc ça commence à être vraiment utilisé. Mais c'est au prix d'efforts énormes. Donc il y a tout l'accompagnement dans la formation, l'explication, etc. Mais il y a un rôle très important aussi du management. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a bien compris, etc. Mais ne fait pas quand même, parce que c'est plus facile de rester dans ses habitudes. Et donc nous, dans le projet, on a dû passer beaucoup de temps à développer des tas de statistiques, de tableaux de bord, etc., qui permettent aux collaborateurs eux-mêmes, tout le monde le voit, et à leurs managers de voir vraiment fonctionnalité par fonctionnalité, tout ce qui est utilisé, ce qui n'est pas utilisé, etc., ce qui permet de faire les actions d'accompagnement qui vont bien pour encourager progressivement l'utilisation, quoi. Alors, et dernier aspect par rapport à la transformation des métiers, c'est que c'est plus anecdotique, mais c'est quand même significatif. De l'autre côté, c'est que
finalement, ces nouvelles solutions, elles créent des nouveaux métiers, des nouveaux emplois aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme toutes ces solutions, elles apprennent par l'exemple, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai déployé, mon travail n'est pas fini, il fait que commencer. Il faut en permanence que je regarde ce qui se passe. J'ai un humain derrière qui vérifie ce qui se passe et qui, en permanence, enrichisse le jeu d'apprentissage, le corrige pour que la solution continue à rester pertinente dans un monde qui change et puis ou s'améliore quand on peut encore améliorer sa performance. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des référents métiers qui sont vraiment des experts, les meilleurs dans l'entreprise sur un métier donné et qui sont à temps partiel ou à temps plein, du coup affectés maintenant au babysitting, au coaching, à l'entraînement de ces solutions. Et puis c'est aussi la création de centres de compétences avec tous les profils pluridisciplinaires qui sont nécessaires pour créer ces solutions et puis aller les implémenter, les démultiplier dans l'entreprise. Vous avez mis les moyens. Voilà. D'accord. Et en fait, ça pourrait être un peu la conclusion qu'il y a ici, c'est-à-dire que avec le recul, le choix important justement de l'entreprise, du Crédit Mutuel, c'était de vouloir vraiment faire des vrais projets déployés à 20 000 personnes dès le premier cas d'utilisation, dès le début. Parce que tous les vrais projets sont dans la difficulté de faire travailler ensemble des référents métiers à grande échelle. Nous, comme je disais, on a 20 banques et fédérations, chacun ayant des réponses différentes sur les mêmes questions, etc. Donc, toutes les problématiques, elles viennent de vraiment la collaboration avec les différents experts de l'entreprise, le déploiement à grande échelle, l'accompagnement au changement. Toutes les entreprises qui font des tests à petite échelle avant de se déployer ratent en fait le plus gros des problématiques. Et puis, inquiète, risque essentiel de rassurer les utilisateurs, le fait qu'ils aient les solutions dans les mains tout de suite. Les habitudes sont longues à changer. Ouais, je pense que j'ai un peu... Merci pour cette conclusion. On va passer aux questions. On peut déjà vous applaudir, oui, tout à fait. Alors, vous avez l'habitude.